Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. Il est important de faire une distinction entre abus sexuels intra- et extra-familiaux dans la mesure où ces deux phénomènes déterminent des dynamiques cliniques tout à fait différentes qui vont nécessiter des programmes d'intervention distincts. Quand on parle d'abus sexuels intrafamilial, c'est-à-dire commis sur les enfants par un membre adulte de la famille, on utilise les termes d'abus sexuels incestueux pour signifier qu'ici, l'abuseur et l'enfant victime ont des liens de parenté et d'agression incestueuse pour en signifier le caractère imposé. Dans le cas des abus sexuels extrafamiliaux, l'agresseur n'appartient pas au tissu familial de l'enfant et nous rencontrons deux types de situations. Il s'agit soit d'enfants agressés par un abuseur parfaitement inconnu de la famille et de la victime, soit d'enfants abusés par une connaissance de la famille. Nous avons choisi pour cette édition de Fina Family de mieux cerner ces approches à travers le thème abus sexuels contre les jeunes. Toutes mes excuses, chers auditeurs. Abus sexuels contre les jeunes en famille et dans la société. Vers quels organes peuvent-ils solliciter le secours? Pour nous édifier sur la question, notre invité Philippe Amagné-Botiba, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral. Il nous fait donc l'amitié d'être dans ce studio de ABK Radio dans le cadre de cette émission Fina Family. Bienvenue Philippe
Amagné Botiba, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci beaucoup. C'est toujours également un plaisir pour moi d'être présent dans vos studios pour éclairer l'opinion sur des thèmes qui sont en rapport avec les droits de l'homme. Oui. William Tcholek assure la mise en onde de ce programme. On se retrouve juste derrière. Ses yeux envieux avaient le regard mauvais. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se laver le secret. Et c'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de l'air d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Maman adorée, tel est mon onangi. Manouon, il a bégué. Manouon, c'est beloé. Maman adorée, tel est mon onangi. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me blesser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Merci William Tcholek pour ce choix musical. Nous retrouvons donc notre invité de Fina Family de ce jour et comme je l'ai dit à l'entame de ce programme, le thème retenu, abus sexuels contre les jeunes en famille et dans la société, vers quels organes peuvent-ils solliciter le secours? Pour en parler, notre invité Philippe Amagné Botiba est chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour la région du littoral. Philippe Amagné Botiba, vous est-il arrivé de rencontrer des jeunes victimes d'abus sexuels dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au sein de leur famille? Alors, bien évidemment, on ne peut pas être dans le domaine qui est le mien sans être en contact avec les victimes. Et devrais-je dire les victimes survivantes, oui. Puisqu'il s'agit généralement de personnes qui ont déjà vécu un traumatisme et qui n'en sont pas décédées. Donc, on parle de victimes survivantes. Oui. Et dans ces conditions, nous, les droits de l'homiste, nous devons de leur apporter le secours, le réconfort
et même, pourquoi pas, l'accompagnement juridique et même judiciaire qui s'impose en pareille circonstance. Mais avant d'aller en profondeur dans le sujet, il est quand même important de revenir sur les fondamentaux. Vous savez, vous l'avez dit à l'entame, lorsque vous parlez de jeunes victimes d'abus sexuels en famille, nous, ce qui nous intéresse pour le juriste que je suis, c'est la dimension jeune. Qu'est-ce qu'on entend par jeune? Il faut déjà savoir que du point de vue du droit, de nos textes juridiques en vigueur dans notre pays, le jeune est celui qui, à l'âge civil, comprise entre 0 et 21 ans. L'âge pénal étant arrêté à 18 ans et l'âge électoral à 20 ans révolu, comme vous le savez. Et on peut d'ailleurs aussi intelliger l'âge matrimonial, qui est de 18 ans pour la fille et le garçon. Et ce qu'on appelle donc l'âge nubile. Cela étant dit, les préoccupations du point de vue du juriste, lorsqu'on parle du jeune, concernent notamment sa capacité à consentir aux actes qui peuvent l'intéresser. Tout à fait. Est-ce que ce jeune, en deçà de ses âges, est consentant? La loi nous dit non. Ça veut donc dire que tous les actes perpétrés contre des mineurs du point de vue civil, pénal, nubile et même électoral peuvent être considérés comme des abus. Et donc, en famille, vous avez généralement le tutorat et même la parentalité qui implique que des personnes responsables s'occupent des jeunes. Tout à fait. Mais le problème survient lorsqu'il y a une défaillance dans la prise en charge de ces jeunes et qui découle sur des abus qui peuvent avoir une nature sexuelle. Et donc, le caractère sexuel de ces abus nous interroge, nous questionne et nous interpelle en raison de la gravité de ces actes, en raison de leur nature et en raison de leur portée. Lorsqu'on parle de la nature de l'acte, il faut voir ici tout ce qui peut avoir trait à l'inceste, à l'exposition à la pornographie infantile, au proxénétisme, à l'utilisation de jeunes enfants, filles comme garçons, à des fins de prostitution, aux attouchements à caractère sexuel et même aux violences de nature sexuelle, que ce soit le harcèlement sexuel ou bien le viol, c'est-à-dire la pénétration, ou bien l'usage d'un objet sur les parties civiles de la victime avec ou non son consentement, mais dans l'optique, n'est-ce pas, de l'annihiler ou bien de toucher, d'attenter à sa dignité. Et lorsqu'on est donc dans ces situations, il y a manifestement violence sexuelle. Et quand je dis avec, c'est parce que même dans le cadre d'un couple, il peut y avoir viol. Mais c'est maintenant là. Voilà. Que, dans le couple, on se dit parfois qu'on a tous les droits. Donc maintenant, le couple également reconnaît qu'il peut avoir viol. Il peut avoir viol dès le moment où il n'y a pas consentement éclairé. Ou bien lorsque la victime passive, ne donnant pas son consentement, se sent annihilée dans son fort intérieur, se sent utilisée dans son fort intérieur, ou bien se sent chosifiée. Parce que parfois, l'acte sexuel peut être utilisé comme un moyen de pression, de chantage, d'humiliation, ou bien même une arme de guerre. Donc il faut savoir que dans ces cas-là, on va parler de viol. Et pour ces cas justement de viol, hein, c'est vrai que ce n'est pas la tranche qui nous intéresse. Effectivement. Les couples, ce n'est pas la tranche qui nous intéresse. C'était une parenthèse. Oui, une parenthèse, qu'on va essayer un tout petit peu à dégrainer pour davantage comprendre. Dans ce cas, qu'est-ce que le conjoint peut faire? Est-ce qu'il peut déposer une plainte contre celui qui a commis l'acte? Et quelles sont les sanctions auxquelles cette personne peut être exposée? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que la difficulté ici
lorsqu'on est dans un couple, c'est que par définition, il y a l'obligation de consommer le mariage. Tout à fait. Et donc, tous les actes qui peuvent être de nature sexuelle ne seront pas d'emblée considérés comme étant soit un viol, soit un acte prohibé, un acte sexuel prohibé. Mais toujours est-il que la femme qui se sent donc dans une position de victime de la part de son mari, quelle que soit la raison de l'acte posé par son mari, cette femme-là peut saisir les services sociaux spécialisés. Oui. Quand je parle de services sociaux spécialisés, je parle surtout du MINAS, de ces administrations déconcentrées. Ministère des Affaires sociales. Effectivement. Ou bien se rapprocher même des associations qui peuvent venir en aide à ce genre de femmes. Oui. Et voyez-vous, je ne peux prêcher que pour ma chapelle. La femme en question peut se rapprocher de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour tenter d'obtenir un conseil, une orientation ou une assistance. Parce que le plus important maintenant sera de prouver sur la base de ces allégations qu'il y a eu effectivement viol dans le domicile conjugal mettant en cause son mari. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très délicat. Ce sera le plus difficile à faire aussi. Voilà. Philippe, mais c'est des cas que nous voyons, je vous rassure. Quoique ces cas ne sont pas souvent légion. Oui. Donc, elles réussissent quand même à fournir des preuves. Généralement, je peux vous dire que dans pareilles circonstances, il y a toujours conciliation. Donc, il y a toujours un arrangement à l'amiable, dans le sens où, quand bien même il y a des preuves, les éléments mis souvent en exergue tendent à plutôt montrer qu'il y avait un problème préexistant dans le couple. Oui. Et ce problème préexistant était donc à l'origine, effectivement, de l'acte qui a poussé la femme à porter plainte. Or, dès qu'on identifie la cause, on a donc trouvé effectivement la solution. Voilà. On revient à un autre sujet qui nous intéresse, celui des jeunes, cette jeunesse qui est finalement vulnérable. Philippe Amagné-Boutiba, vous avez sans doute traité le cas de ce présumé violeur, ce prédateur sexuel, dont les victimes ont choisi par centaines de briser le silence, ça c'est dans la ville de Douala. Nous imaginons que cela a eu pour effet de déclencher une enquête au sein de votre organe, de la Commission des droits de l'homme, pour l'antenne du littoral. Comment est-ce que vous avez vécu cette affaire de votre côté? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'apporter votre assistance aux victimes? Déjà, il faut dire que la Commission des droits de l'homme du Cameroun, qui est présidée par le professeur James Mwangi Kobila, a publié un communiqué mettant en exergue effectivement les faits porté à l'encontre de ce citoyen, Sieur Bobda, pour des faits pour lesquels il nous est revenu un certain nombre d'atteintes et d'abus liés aux mœurs. Le problème que la Commission des droits de l'homme a rencontré, c'est qu'elle n'a pas pu entrer en contact avec les victimes avant que l'affaire ne prenne la tournure que cela a connue dans les réseaux sociaux. Je puis d'ailleurs vous affirmer, par honnêteté intellectuelle, que c'est aussi à travers les réseaux sociaux que la commission a été informée de cette affaire. Et c'est bien à partir du 19 janvier, au regard des publications faites par un certain lanceur d'alerte. Et vous comprenez donc que pour nous, ça nous a interpellés. Comment se fait-il que dans une société comme la nôtre, des victimes aussi nombreuses n'aient pas sollicité les services compétents de l'État, même si par ailleurs, certaines rumeurs, certaines sources indiquent que certaines de ces victimes avaient saisi les forces de maintien de l'ordre à une certaine époque, à une certaine époque et qui n'auraient pas agi dans le sens souhaité. Nous avons donc cru bon de publier ce communiqué pour inviter ces victimes-là à se rapprocher de la commission
pour en parler, pour briser le silence. Parce que ce n'est que comme cela que la commission peut mieux enquêter et mieux leur apporter une assistance. Et en l'occurrence, il s'agit d'une assistance judiciaire. Oui. Pour ce qui est du mis en cause, le sieur Bobda, nous avons été ravis déjà de savoir que plusieurs associations, des avocats, sont montés, et même des journalistes sont montés au créneau pour dénoncer ce qui s'apparentait déjà à un trouble à l'ordre public. Et il fallait nécessairement que quelque chose soit fait. Nous avons également pris acte de ce que le concerné a porté plainte contre ceux qu'il estimait être des personnes qui étaient simplement ourdies contre lui dans le but d'attenter à son honorabilité, à son image et autres. Et vous allez me permettre de ne pas citer ces personnes ici. Vous les connaissez certainement. Tous, nous avons enfin été agréablement, je peux dire, contents de voir que les autorités compétentes ont réussi à mettre la main sur lui pour mener des enquêtes appropriées afin d'établir la véracité des faits qui lui sont reprochés. Parce que, voyez-vous, la commission reste toujours dans une posture prudente. Elle reconnaît la présomption d'innocence, mais elle ne saurait tolérer des actes qui peuvent porter atteinte à la dignité de la femme et de la jeune fille. Parce que, voyez-vous, les dénonciations font quand même état de pratiquement 1 millier de personnes concernées par cette affaire. Tout à fait. Et si on parle d'1 millier de personnes, je crois que manifestement, là, il y a matière à enquêter. Moi, personnellement, je me suis rapproché des autorités pour en savoir davantage, notamment lorsqu'il a fallu déterminer pourquoi est-ce qu'il était en possession d'une arme. J'étais à la CEMIL, je ne peux pas vous donner le contenu de la discussion que j'ai eue avec les autorités là-bas, vous comprendrez. J'étais également voir d'autres autorités, parmi lesquelles le commissaire du gouvernement qui enquête actuellement sur cette affaire. Et dans ma mission, nous visitons également les lieux de privation des libertés. Et il n'est pas exclu que dans le cadre de nos investigations, que nous ayons à rencontrer dans les jours qui viennent le sieur Bobda, cela n'ayant pas été possible jusqu'à présent en raison des enquêtes en cours et de la nécessité pour la commission de ne pas interférer dans le processus. Donc voilà, c'est une affaire que nous suivons attentivement depuis le début. C'est également une préoccupation quotidienne que nous avons, que justice soit obtenue pour les victimes et que les responsabilités soient clairement identifiées dans cette affaire, parce que, voyez-vous, il s'agit quand même d'un pays soucieux du respect des droits de l'homme. Tout à fait. Philippe Amagné-Botiba, vous avez tout à l'heure parlé de ces victimes qui, plutôt que de se rapprocher des autorités compétentes en la matière, ont choisi de dénoncer auprès d'un lanceur d'alerte. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un échec quelque part? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise de confiance quelque part envers les populations et les autorités qui sont censées les protéger? Et les leçons qu'on peut tirer justement de cette affaire pour que désormais les populations se rapprochent des personnes qui doivent leur apporter le secours plutôt que de se rapprocher des lanceurs d'alerte, parce qu'il y a justement cette crise de confiance qui s'est installée. C'est une très bonne question et la réponse que je vais vous donner va vous surprendre. Parce que aller vers les lanceurs d'alerte pose un problème. Le premier, celui de l'identité des personnes qui se plaignent. Et cela se fait la plupart du temps sous anonymat. Sous anonymat. Deuxièmement, celui de la crédibilité des informations qui sont portées à l'attention de ce lanceur d'alerte. Et maintenant, du traitement de l'information que fera ce lanceur d'alerte.
laquelle information sera portée à la disposition d'un public qui en consommera sans nécessairement avoir le recul nécessaire, c'est-à-dire ne saura pas effectivement s'assurer de la véracité. Effectivement. Donc voilà le problème qui s'oppose en pareille matière. Nous avons constaté que désormais, pour un rien, des gens vont dans les médias, généralement des médias à charge. Des gens vont sur les réseaux sociaux pour faire de la délation, pour faire de la diffamation et parfois pour attenter à l'honorabilité de certaines personnes qu'on veut salir pour des raisons légitimes ou pas. Mais nous disons que est-ce que c'est la méthode appropriée? En juriste, je vais vous dire que la loi condamne cela. C'est-à-dire que, vous le savez certainement, ces lanceurs d'alerte, pour la plupart, ne sont même pas ici au Cameroun. Ces lanceurs d'alerte travaillent en clandestinité. Et les victimes qui les saisissent, généralement, le font sous proxy. Ça veut dire que sans possibilité de les traquer, de les identifier. Et donc, on peut questionner la bonne foi de tous les acteurs qui participent à la construction, effectivement, de l'opinion publique à travers les masses médias et les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dirais que la voie la mieux indiquée, c'est la voie judiciaire, c'est la voie administrative, c'est celle qui est définie par les textes, celle d'amener les autorités à statuer sur les cas pour lesquels elles ont été saisies par ceux qui se sentent lésés dans leur rapport avec les autres. Parce que voyez-vous, les uns ne doivent pas se rendre justice à eux-mêmes. Vous devez nécessairement, lorsque vous êtes victime d'un abus, saisir une autorité, le juge en l'occurrence, pour que ce juge-là dise le droit. Si vous allez dans les réseaux sociaux dire que vous voulez absolument que l'image de tel soit salie, parce que cette personne-là vous a porté préjudice, nous disons que vous vous rendez justice vous-même et vous portez atteinte à son image. Si vous allez dans les réseaux sociaux, quand bien même l'histoire que vous racontez est avérée, si on ne peut pas vous identifier clairement, si on ne peut pas vous localiser, comment est-ce qu'on va vous apporter le secours? Donc, si c'est fait uniquement dans le sens de salir, dans le sens, n'est-ce pas, de peut-être vous exprimer, parce qu'on est là parfois dans l'abus de la liberté d'expression. Ceux qui agissent ainsi estiment qu'ils sont dans leur bon droit, mais il faut savoir que... Certains aussi ont peur, protègent un peu leur vie, parce que la plupart des victimes également ont parlé de cette menace dont ils ont fait l'objet une fois après avoir été violés. La menace d'être tués, de voir leur famille être tuée, peut-être aussi c'est ça qui fait qu'on témoigne sous anonymat, parce qu'on a besoin de protéger sa vie. Ça se comprend, ça se comprend. Mais voyez-vous, je vous l'ai dit, l'objectif d'une dénonciation, c'est quoi? C'est d'obtenir réparation. Mais pour que vous obteniez réparation, il faut bien qu'on vous identifie. Et les autorités peuvent également travailler avec vous en garantissant votre anonymat. C'est possible. Par contre, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, on peut vous instrumentaliser à des fins politiques, à des fins même d'atteinte, comme je l'ai dit, à l'honorabilité d'une autre personne, à des fins même de diffamation. Et si jamais on vous identifie, on peut se retourner contre vous. C'est pour ça que ce n'est pas une voie que nous allons cautionner. Et d'ailleurs, si vous avez suivi le discours du chef de l'État, avant-hier, le 10 février, lorsqu'il s'adressait à la jeunesse, il a dit clairement qu'il observe une dérive dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Parce que les jeunes aujourd'hui ont tendance à aller au-delà de leurs droits et de leur liberté d'expression pour attenter, n'est-ce pas, à la vie, à la liberté des autres et même à l'image des autres. Et ce qu'on appelle hate speech trouve son fondement là-dedans.
ce qu'on appelle aujourd'hui le tribalisme. Vous avez vu comment les affaires de Tontina et de Sardina sont nées. Oui. Mais c'est en raison, effectivement, de la facilité que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui à chacun dans son salon de pouvoir s'exprimer et de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc pour nous, nous ne disons pas que les victimes de M. Bobda, victimes survivantes, ne sont pas réelles. Ce n'est pas ce que nous disons. Oui. Nous ne nions pas les allégations qui sont portées à son encontre. Mais nous disons simplement que nous invitons ces victimes à se rapprocher des autorités compétentes et nous avons suivi que certaines victimes ont déjà brisé le silence et rencontré certains avocats, dont je préfère taire le nom ici. Et d'autres d'ailleurs sont même allés jusqu'à témoigner sous anonymat dans un média que j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est plutôt comme cela qu'on peut aller vers la solution. Philippe Amagné Botiba, vous êtes notre invité de ce jour dans le cadre de cette émission FINA Family. Et je rappelle à l'endroit de ceux qui prennent l'écoute à l'instant sur ABK Radio que notre invité chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral et le thème sur lequel nous menons une réflexion est abus sexuels contre les jeunes en famille et dans la société. Vers quels organes peuvent-ils solliciter le secours? Donc, si je comprends très bien, Philippe Amagné Botiba, la plupart du temps, il faudrait que les victimes comprennent qu'il y a des procédures, des process qui doivent être respectés pour qu'on puisse enfin engager certaines démarches peut-être d'arrestation, d'interpellation d'un de leurs bourreaux. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression que le temps de silence est un temps qui n'est pas en fait utilisé pour prendre à cœur leurs problèmes, parce que parfois aussi c'est ce qu'ils peuvent se dire. On ne m'a pas répondu parce qu'en réalité on est en train de rien faire, alors que les équipes sont déjà sur place en train de mener les enquêtes qu'ils font mener, recouper les informations dont elles ont besoin pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans les règles de l'art et dans le respect de la réglementation en vigueur. Philippe Botiba Amagné, dans cette affaire, comme dans des affaires passées ou d'autres affaires qui vont venir, quelle est la démarche que vous préconisez que les victimes adoptent? Alors, le thème central de ce programme, c'est bien abus sexuels envers les jeunes en famille. Oui. Et nous avons illustré ces abus sexuels par un cas d'actualité, celui de M. Hervé Bobda, qui se serait illustré par des comportements qui portent atteinte. Surtout que ces victimes, c'était des adolescents âgés dans la tranche d'âge 15, 16, 17... Voilà, aux droits de la femme et de la jeune fille. Alors, quelle est la démarche que nous pourrions préconiser? Déjà, il y a un discours qui tend généralement à déresponsabiliser le bourreau. En donnant l'impression que c'est la victime qui s'est mise dans des situations qui auraient pu justifier quelque acte de prédation que ce soit. Et je puis vous dire que nous, à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, nous disons que quel que soit le motif qui fonde un acte sexuel involontaire qui cible une jeune dame, cet acte-là doit être traité sans considération de ce que la victime aurait pu faire ou bien n'aurait pas fait, qui l'aurait exposé à cet acte-là. Et donc, l'ayant dit, elle est considérée comme une victime dans son sens premier. Nous demandons donc à celle-ci, premièrement, d'en parler. D'abord où? En famille. Dans le premier cadre de socialisation qu'est la famille. De ne pas succomber à la honte, de ne pas succomber au regard des autres, mais de trouver quelqu'un de suffisamment
responsable, en qui on peut avoir confiance et à qui on pourrait se livrer dans l'optique d'avoir d'abord le soutien familial. Oui. Ensuite, il est question d'aller se plaindre. Et vous voyez, dans tous les quartiers, aujourd'hui, vous avez un poste de police. Tout à fait. Une brigade de gendarmerie. Oui. Je crois que c'est le meilleur recours possible pour quelques litiges que quelqu'un pourrait avoir dans la société. Oui. Ça veut dire que le simple fait d'informer le commissaire du coin, le commandant du coin, cela enlève toute possibilité ultérieure de dire que les autorités n'avaient pas été informées. Oui. Donc il faut le faire. Oui. Ne pas forcément courir rapidement dans les médias. Parce que généralement, si les faits ne sont pas établis, il peut y avoir des actions récursoires. Oui. Récursoires dans la mesure où celui qui a été visé, si jamais il obtient enfin gain de cause, il peut se retourner contre vous. Oui. Et le traitement journalistique qui peut donc être fait des affaires de mœurs doit être suffisamment professionnel pour ne pas exposer la victime Oui. et jeter en pâture le mis en cause. Oui. Je répète bien, Oui. il ne s'agit pas de rendre compte d'une actualité dans l'optique d'obtenir de la société, de l'opinion publique, Une que, justice. effectivement, Justice soit faite. que le mis en cause Soit condamné. soit lapidé, Oui. comme dans les anciens temps. Oui. Mais plutôt demander que justice soit faite. Oui. Et on ne peut demander qu'en ayant des éléments de langage qui montrent que ce n'est pas vous qui êtes en train de dire, ce n'est pas vous qui êtes en train de juger, mais vous rendez compte. Et vous allez donc comprendre que lorsque M. Bobda a été interpellé, il y a eu comme un tassement de l'information Oui. concernant son cas. Pourquoi ? Parce que les autorités mènent l'enquête. Et toute communication sur cette affaire, alors que l'enquête est encore en cours, peut avoir une incidence négative dans la conduite sereine de celle-ci, Tout à c'est-à-dire fait. de cette enquête. Oui. Il faut aussi savoir que la victime, comme je l'ai dit, parce qu'elle doit être protégée, il faut savoir que lorsqu'elle est mineure, on ne diffuse pas son image n'importe comment. Oui. On ne donne pas son nom, Son nom, oui, son entièrement. identité complète. Donc ça veut dire que ce soit le journaliste, que ce soit l'autorité en charge de l'affaire, il n'ira pas sur la place publique dire que voilà ce qui est en train de se passer, dans l'optique d'obtenir l'émotion des uns ou l'indignation des uns ou des autres. Donc pour nous, c'est en réalité éviter l'impressionnisme que de dire aux uns et aux autres de ne pas se laisser happer par la clameur publique en supposant que parce que plusieurs personnes ont dénoncé un cas, ce cas-là est effectivement vrai ou faux. Il faut simplement que les investigations permettent d'établir la véracité de ce fait-là. Oui. Et ça n'empêche donc pas aux victimes d'aller dénoncer et ça n'empêche pas aussi aux victimes d'apporter toutes les preuves suffisantes qui Oui. permettent d'établir la véracité des faits. Donc, conclure que les autorités ne font rien ou bien agissent lentement, ce n'est pas vrai, tout simplement parce que les autorités prennent leur temps pour bien vérifier l'information, pour bien s'assurer qu'on parle de telle ou telle personne, Tout à qu'on ne se fait. trompe pas de personne, Oui. et que l'acte pour lequel il est poursuivi, c'est effectivement l'acte pour lequel il doit être jugé. Je vous donne un exemple. Oui. Vous pouvez être victime de harcèlement sexuel, Oui. mais quand vous arrivez devant peut-être les lanceurs d'alerte, vous dites que vous avez été violé. Mais Oui. ce n'est pas la même chose. Non, Ce n'est pas la même chose. du tout. Et le code pénal ne traite pas ces infractions de la même manière. Oui. C'est pour ça qu'il y a matière à investigation. Oui. Vous pouvez, à un moment donné, penser que vous êtes peut-être l'objet d'une prédation mettant en cause telle ou telle personne. Mais après, vous vous rendez peut-être compte que cette personne était de bonne foi. Parce que
vous êtes peut-être dans ce cas-là une adulte consentante. Oui. Et c'est des éléments qui parfois peuvent être pris en compte pour élaguer, n'est-ce pas, tous les autres cas pour lesquels la justice pourrait être, entre guillemets, dérangée. Je vous donne un exemple. Oui. Une jeune fille de 23 ans dans un quartier ici à Douala Oui. peut se voir compter fleurette par un jeune garçon de 25 ans et, parce qu'elle ne veut pas de ses avances, peut aller porter plainte en alléguant qu'elle est victime de harcèlement sexuel. Ouais. Or, les éléments qui peuvent être mis à la disposition des autorités pendant l'enquête peuvent prouver que le monsieur était simplement dans une relation, n'est-ce pas, voulait effectivement obtenir les faveurs de cette fille, Oui. mais sans forcément avoir l'intention De l'y obliger. de l'y obliger. Oui. Est-ce qu'on se comprend? On se Et à comprend partir très de bien. ce moment-là, on ne pourra donc plus parler de harcèlement sexuel. On dira simplement à ce monsieur, elle n'a pas accepté. Et on dira à la dame, vraiment, il n'a pas tenté de vous forcer. Voilà. Vous écoutez ABK Radio, l'émission c'est Fina Family. Philippe Amagné Botiba est notre invité. Monsieur Botiba, comment vous traitez les affaires de viol intra- et extra-familiaux? Est-ce que les approches sont différentes en la matière? Déjà, pour les viols intra-familiaux, comment est-ce que ça se passe au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme? Alors, c'est très bien de faire la distinction entre les abus sexuels Oui. qui se passent ou bien qui ont lieu en dehors du cercle familial Tout à fait. et ceux que l'on retrouve en famille. Oui. Parce que, voyez-vous, les actes qualifiés d'abus sexuels en famille sont des actes qui doivent être appréciés avec beaucoup de prudence et même de professionnalisme. Pourquoi? En raison du lien de proximité, Oui. de filiation Oui. entre les personnes concernées, ou bien même en raison du lien de, vous savez, généralement entre la victime et celui qui est mis en cause, il y a parfois des rapports conflictuels qui préexistent et qui ne sont pas forcément mis en exergue. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour moi de revenir sur les causes. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que dans la famille, on pose un acte, n'est-ce pas, de violence sexuelle Oui. vis-à-vis d'un membre de cette famille? Peut-être le père envers son enfant. Peut-être par le exemple. père envers l'enfant, Oui. peut-être le L'oncle, tuteur oui. envers l'enfant, peut-être Oui. l'oncle envers la nièce ou le neveu, Oui. la tante envers peut-être... voilà. Oui, parce que les femmes également le font. Parce C'est pas que l'affaire des voilà, hommes. Oui. voilà. Alors, il faut savoir que parfois, ce sont des familles disloquées. Oui. Ce sont des familles qui ont des problèmes du point de vue de la cohésion de l'unité de base de la société. Oui. Ce sont des familles qui rencontrent parfois également des difficultés, qui peuvent avoir même une nature financière, qui peuvent avoir une nature spirituelle Oui. et qui peuvent aussi avoir trait aux représentations sociales. Mais il y a aussi une autre dimension qu'on tend parfois à éluder, la dimension mentale. Tout à fait. Parce qu'il peut aussi avoir des cas Oui. de problèmes psychologiques et Oui. psychiatriques Oui. qui Peut-être s'opposent des dans les psychopathes, familles. Pas forcément psychopathe, j'ai parlé de problèmes psychiatriques et psychologiques. Oui. C'est-à-dire des troubles du comportement qui peuvent se manifester par plusieurs actes Y compris. qui peuvent être... Vous avez entendu parler de la schizophrénie, Oui, vous avez entendu parler de l'hystérie, tout à fait. vous avez parfois aussi entendu parler des troubles obsessionnels, compulsifs, des gens parfois qui peuvent être addicts. Ça peut être de la pornographie, ça peut être des gens qui ont une obsession particulière et exposés ou bien mis donc dans un environnement où il n'y a pas de restriction possible. Ces gens-là peuvent être tentés de passer à l'acte. Oui, Et vous allez donc voir que dans ces environnements-là, il y a souvent, parfois,
des comportements qui peuvent enclencher l'acte de prédation sexuelle. Je parle de la famille. Oui. Ces comportements peuvent être le désir d'enrichissement. Oui. Vous allez voir, on a généralement au quartier, on va dire il a trempé sa main quelque part et oui. c'est une condition. Tout à fait. Donc on dira d'un père qui est allé violer sa propre fille que non, quel que soit lambda, c'est que forcément il a trempé. C'est clair. Donc on ne peut pas expliquer ça par Autrement. un autre. Vous voyez un peu. Oui. Maintenant, s'il s'agit d'un inceste, c'est-à-dire le frère et la sœur, Oui. on va commencer à dire que mais voilà des gens peut-être qu'on a maudits depuis. Donc ça devient dans les représentations sociales. Donc ces gens-ci, par exemple, on les a maudits. Oui. Donc ils sont maudits. Oui. Vous voyez que ce ne sont plus les mêmes causes. Les mêmes causes. Oui. Quand il s'agit maintenant peut-être d'un tuteur, peut-être il n'a pas le même sang Oui. que celui qu'il aliène. On dira peut-être que là, c'est peut-être un obsédé. Tout à fait. C'est peut-être quelqu'un qui est un dépravé sexuel, ou bien quelqu'un qui a perdu la raison, ou bien quelqu'un qui a besoin peut-être d'un suivi ou bien d'un accompagnement. Et le disant donc, c'est le lieu pour moi de dire que les familles ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, Oui. d'une assistance. Oui. Je peux même dire d'une thérapie de groupe, Oui. d'une thérapie familiale. Sous d'autres cieux, vous avez des psychologues de famille. Oui. Je peux vous mettre au défi. Depuis que vous êtes né, avez-vous déjà consulté un psy? Jamais. Jamais. Si je pose la question à 10 personnes dans cette salle, on me répondra de la même manière. Oui. C'est donc dire que nous n'avons pas cette habitude. Oui. Alors que nous avons forcément peut-être des symptômes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, déboucher sur des actes qu'on pourrait regretter. Il y a également que la victime elle-même peut, dans une logique peut-être d'affirmation de soi, généralement, elle est dans une phase de puberté. Quand je dis elle, Oui. ça peut être l'homme comme la femme, Oui. c'est-à-dire le garçon comme la fille. Mais comme je dis la victime, Oui. je dis elle, Oui. elle est généralement dans sa phase de puberté. Et parfois pour poser des actes de séduction. Une attitude provocante, Oui. provocatrice, oui. Et ces actes peuvent conduire l'autre à mal interpréter les signaux qu'elle envoie Oui. et faire d'elle une proie. Oui. Nous avons également des situations où la fille n'a pas forcément besoin de poser quelque acte que ce soit. Mais elle est assaillie, elle est agressée par un membre de la famille. Et une fois qu'elle subit cette agression, elle ne parle pas. Oui. Généralement, les gens disent qu'elle ne parle pas, peut-être parce que Elle est consentante. elle est consentante. Oui. Elle veut couvrir, mais Oui. ça peut aussi expliquer un traumatisme. Ça peut aussi couvrir une honte ou bien un désir même de se suicider, c'est-à-dire d'attenter à sa vie, Oui. qui pour des thérapeutes sont des signes avant-coureurs de ce qu'il y a un problème. Et Oui. la solution à ce niveau, c'est toujours le dialogue. C'est la raison pour laquelle il est important pour moi de passer maintenant au conseil. Oui. On conseille, on ne le dira jamais assez. Parents, dialoguez avec vos enfants. Oui. Quand on parle de dialogue, les parents peuvent penser qu'il s'agit de demander est-ce que, comment c'était à l'école aujourd'hui? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as mangé? Non, ça ce n'est pas le dialogue. Comment est-ce que les amis dialoguent entre eux? Ils abordent y compris les questions liées à leur intimité, Tout à fait. les questions liées à leur sexualité. Oui. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où les questions d'intimité et de sexualité restent tabous dans la famille, les gens, les uns et les autres seront toujours surpris de constater que mais pourtant elle était très calme, elle nous a ramené une grossesse ici. Alors que tous les signes étaient manifestement là. Mais personne n'avait le courage de lui poser la question. Mais le iPhone que tu as là, il sort d'où? Voilà. Oui. Voilà comment ça commence. Oui. Quand tu dis que tu vas faire ton devoir à l'école et que tu rentres à 1h du matin et on te pose la question, tu étais où? Tu dis je sors de l'école.
Et un parent dit, vraiment, mon enfant est studieux. Oui. Je crois que c'est plutôt des éléments qui ne permettent pas de solutionner le problème. Oui. Voilà plutôt la bonne approche. Oui. La bonne approche, c'est lorsque vous avez le sentiment que vous avez un enfant à la maison qui regarde par exemple des films pornographiques, faites ceci. Appelez-le, c'est l'approche américaine. Oui. Prenez le film en question, Oui. projetez devant lui. Oui. D'abord, le sentiment, le choc que ça va provoquer en lui. Mais expliquez-lui que ça, ces images-ci, ce n'est pas la réalité. Oui. Ces images-ci, en les regardant, voilà les conséquences. Oui. Voilà. Une fois que l'enfant sait que vous êtes déjà informé et que vous lui avez parlé, preuve à l'appui, il est désensibilisé. Oui. Je dis désensibilisé, c'est un peu comme si vous l'avez dégoûté. Imaginez si un parent fait ça avec sa fille. Or, je vous dis que c'est ce qui se fait chez les Américains. Oui. Mais chez nous, c'est encore tabou. Oui. Imaginez, vous avez un enfant qui passe le temps à sortir et à rentrer très tard. Mais vous pouvez lui fixer des heures. Tout à fait. Et lui dire, je ne veux pas que vous soyez chez moi à plus de 20 heures, à plus de 21 heures. Et l'enfant est tenu de respecter cela, quelle que soit la raison. Oui. Voilà comment on discipline des enfants. Par contre, lorsqu'on laisse l'enfant faire comme il veut, il grandit avec cette impression de permissibilité et cette impression qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et ça conduit donc à tout ce que nous voyons. Voilà, un dernier mot, Philippe Amagné Botiba, rapidement pour sortir de cette émission qui a pour thème abus sexuels contre les jeunes en famille et dans la société. Vers quels organes peuvent-ils solliciter le secours? On a très bien compris qu'ils peuvent se rapprocher de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour avoir le secours en quelques secondes. Absolument. La Commission des droits de l'homme du Cameroun, c'est une institution de l'État. Oui. Mais c'est une institution qui est indépendante, en ce sens qu'elle ne reçoit pas de quelque autorité que ce soit une injonction particulière. Oui. Elle mène ses investigations vraiment en toute impartialité. Oui. Et elle n'est régie que par les logiques que les parties en conflit veulent bien mettre à sa disposition. Et en ce sens, elle agit comme une conciliatrice. Oui. Elle agit comme une médiatrice. Oui. Elle facilite le dialogue. Et elle permet que ceux qui sont victimes d'abus puissent obtenir réparation auprès des autorités. Donc, elle agit également à ce titre comme intermédiaire. Oui. Intermédiaire entre la victime et les autorités compétentes. Oui. Et donc, nous n'allons jamais cesser d'interpeller les victimes d'abus sexuels et autres violations des droits de l'homme, de saisir la commission. Et aujourd'hui, c'est facile. On peut le faire à partir de son téléphone, de son domicile, à travers un numéro, le 1523. 1523, oui. 1523 qui est un numéro vert gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et la commission, une fois qu'elle est saisie, ne demande rien, pas un copec. Les services sont gratuits. Les services sont gratuits. Oui. Elle vous appelle, elle ne vous demande pas le crédit. Oui. Elle intervient, elle fait des descentes, elle ne vous demande pas le carburant. Oui. Elle saisit les autorités compétentes et elle vous défend en justice comme un avocat, sans vous demander quelques moyens que ce soit. Oui. Et on demande simplement aux uns et aux autres de faire leur propre expérience de la saisine de la commission et de voir si, effectivement, ce que je dis là est effectif. Philippe Amagné Botiba, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral, était notre invité dans le cadre de cette émission Fina Family. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Monsieur Botiba, merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. C'est déjà pratiquement la maison. Tout à fait. Et je l'ai dit à l'entame, lorsqu'il faut parler des droits de l'homme, c'est ma passion, c'est ma raison d'être. Je me ferai toujours le devoir de venir éclairer vos auditeurs. C'est moi donc qui vous remercie. Merci. Monsieur Amagné Botiba Philippe, William Tchalak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fikak, j'étais derrière ce micro de présentation. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme. À très bientôt sur ces ondes de ABK Radio 89.9 FM, la fréquence utile et agréable.